soir, nous allons partager un moment avec une personne exceptionnelle. En fait, nos chemins se sont croisés à différentes reprises, sans que nous ayons l'occasion de nous connaître. Je cite, et la personne se reconnaîtra, le projet de création de la Ligue des optimistes du Maroc, l'animation de l'atelier du pardon avec Olivier Clerc. Cette loi d'attraction a voulu une nouvelle fois que nos chemins se croisent dans cette belle communauté de diamants. Il fait partie des premiers à nous avoir rejoints fin mars. Il a toujours été là pour intervenir, rebondir, clarifier, enrichir les débats à chaque conférence. C'est un diamant unique, guidé par ses valeurs d'humanisme, de partage et d'empathie. Après 20 ans dans le consulting en architecture SI pour des grands comptes, il se réoriente vers ce qui le passionne dans la vie, comprendre l'humain. Il est actuellement coach professionnel, ses cabinets Nouveau Souffle et responsable pédagogique formateur chez Life Competence. Il a également intégré la pratique du golf dans ses moments de bien-être. C'est quelqu'un qui a toujours été interpellé par des paradoxes de la vie, de façon générale. Car selon lui, derrière chaque paradoxe, il y a un message, il y a une idée qui nous pousse à réfléchir et à prendre du recul tout en acceptant nos paradoxes qui nous permettent d'aller plus loin pour en découvrir d'autres. Eh bien, effectivement, cette personne, après 20 ans dans les SI, en France, aux États-Unis, au Maroc, ainsi que dans l'entrepreneuriat, où l'affect a très peu de place, il se réoriente depuis 8 ans dans le coaching émotionnel. Avec cette idée paradoxale qu'il a bien voulu partager avec nous, tout a une fin, mais tout ne finit vraiment. Message plein de sagesse. Je vous invite d'accueillir ce super diamant qui va nous présenter ce soir la thématique, connaître la dynamique du cerveau pour mieux agir. Accueillons chaleureusement notre cher diamant Oussama Sanhaji. À toi, Oussama. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher diamant. Vraiment excellent et grand merci, cher Souleymane, pour cette belle introduction. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis vraiment ravi d'être là ce soir parmi tous ces brillants diamants. C'est que du plaisir et beaucoup d'énergie positive, vraiment depuis le début de cette aventure. Chaque soir, il y a quelque chose de spécial, un sujet spécial, des personnes spéciaux, vraiment des diamants qui nous font chaud au cœur. Et en tout cas, on sent que dans ce groupe et dans ce magnifique groupe, il y a une sorte de fréquence vraiment magnifique qui se dégage de ce groupe. C'est certainement la fréquence collective de la gratitude, de l'amour, du partage, et c'est vraiment excellent. Alors, avant de commencer, j'aimerais rendre un double hommage. D'abord, j'aimerais adresser un grand hommage à notre cher Souleymane, qui, grâce à lui, nous avons passé et nous passons encore un confinement très riche en apprentissage. Un monsieur qui a su nourrir en nous chaque soir cette grande valeur qui est le partage des connaissances. Et n'est-ce pas vrai qu'à travers les grandes personnes que jaillissent les grandes idées? Et le deuxième hommage, j'aimerais vraiment le partager, l'adresser à vous, chers diamants, qui, par votre présence, par votre écoute attentive et par votre participation, en fait, vous avez rendu cette plateforme d'échange extraordinaire et très vivante. Et merci pour cela.
Et c'est vrai, on ne peut pas donner si vraiment personne pour recevoir en face. Alors oui, effectivement, ce soir, c'est à mon tour de partager avec vous une connaissance ou plutôt un, un, une approche sur laquelle je me suis personnellement formé et certifié et qui est effectivement en lien avec la thématique de ce soir, à savoir comprendre ou connaître la dynamique du cerveau pour mieux agir. Et donc, je vous ai préparé ce soir le menu suivant. D'abord, pour vous mettre un petit peu dans le bain, une introduction de ce qu'on appelle les modes mentaux et de leur dynamique, qui sont vraiment le socle et la base de cette approche, qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, qu'on appelle aussi la psychologie de l'attitude. On a parlé beaucoup de l'attitude. Aujourd'hui, on va un petit peu ouvrir le capot de l'attitude. Quelques exercices, on va faire quelques exercices pendant la présentation. Donc, à un moment, je vais vous demander un petit peu de participer tous comme ça pour un petit peu bien toucher les concepts que je vais vous présenter ce soir. Et nous allons faire un petit tour sur cette notion de stress, mais vu avec on va dire, le prisme de ce modèle, l'approche neurocognitive et comportementale. C'est une façon différente ou en tout cas un complément pour ce que vous connaissez déjà du stress. Et pour finir, et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vais vous proposer une méditation spéciale pour stimuler un petit peu votre curiosité. Donc, et comme d'habitude, bien évidemment, nous allons terminer, Inch'Allah, par des questions-réponses. OK? Donc, alors, juste avant de parler de la dynamique du cerveau, j'aimerais faire avec vous un petit point, un état des lieux sur le monde actuel. Et nous avons déjà vu en fait ce concept VUCA à plusieurs reprises dans les différentes interventions de Cher Suleiman. Oui, le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons est devenu de plus en plus volatile, de plus en plus ambigu, incertain et certainement complexe. Et je dirais que la complexité, en fait, est devenue un des éléments essentiels que notre génération et les générations futures ont besoin et auront besoin de maîtriser, ou du moins de bien la gérer pour pouvoir rester justement au mouvement. Oui, le monde est devenu de plus en plus complexe. Il faut savoir que les connaissances mondiales se multiplient aujourd'hui par 2 tous les 7 ans. Imaginez un petit peu la vie de vos petits-enfants, parce que 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça va très très vite. D'ici 40, 50 ans, par exemple, ils auront peut-être 32 fois de connaissances qu'aujourd'hui à gérer, voire un peu plus. Et par conséquent, on comprend bien que cela ne va pas être facile pour l'être humain que nous sommes. Ou du moins, ça va devenir de plus en plus difficile à assimiler. Et donc, de cette complexité, il y a un deuxième paradigme qui commence déjà à parler beaucoup de lui. Et en fait, on en a parlé déjà aussi avec les différentes interventions de Sissi Lehman et les autres chers intervenants, chers diamants, cette notion d'interdépendance. Et cela se comprend parce que le monde d'aujourd'hui qui devient de plus en plus complexe, on a plus besoin de travailler en équipe. On a plus besoin de travailler en co-construction, en intelligence collective, pour que petit à petit, transformer, changer par la collaboration, travailler aussi en équipe, devient de plus en plus intégré et je dirais de plus en plus automatique. C'est vrai, ce n'est pas évident parce qu'on a tous fait des études, on est parti à la fac, dans des grandes écoles, que sais-je, et on nous a appris en tout cas depuis la petite enfance d'être le meilleur pour une place que peut-être l'autre n'aura pas. En fait, on a grandi un petit peu dans cette notion de compétition. Et pourtant, tout ça devrait changer dans les années à venir pour espérer vivre justement dans un monde meilleur, dans un monde où il est important de trouver les bons moyens pour rester dans la course, quoi qu'il arrive. Et à côté de l'interdépendance et de la complexité, il y a aussi ce troisième paradigme
qui commence justement à pointer son nez et qui est aussi, je dirais, important que les deux précédents. J'ai nommé l'individuation. Et là aussi, on en a parlé déjà à plusieurs reprises. Cette notion, c'est un processus par lequel, en fait, l'individuation, cette notion qu'une personne devient consciente de son individualité. En fait, l'individu s'identifie davantage et désormais avec les orientations qui viennent de l'intérieur, du soi, du self. L'individuation, c'est aussi ce besoin de donner du sens à sa vie. Pour cette notion d'individuation qui s'identifie davantage justement avec les orientations qui viennent du soi, du self. L'individuation, c'est cette notion qui va aller chercher ce besoin du sens dans sa vie. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais de bon pour moi, pour les autres? Et on se pose comme ça énormément de questions chaque jour pour se dire, est-ce que j'ai choisi le bon job? Est-ce que j'ai choisi la bonne orientation, la bonne entreprise? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Bref, des questions qui sont liées au sens. Et donc, ce besoin de s'auto-gérer, de s'auto-motiver, je dirais même de s'auto-réguler en permanence pour ce qu'on fait et surtout pour ce qu'on est, devient effectivement omniprésent dans nos esprits. Oui, effectivement, nous avons besoin de mettre du sens dans ce que nous faisons. Et donc, vous comprenez qu'avec ces trois paradigmes, la complexité, l'interdépendance et l'individuation, le monde d'aujourd'hui est profondément secoué, voire bousculé. Et c'est pour cela qu'il est intéressant, et grâce aujourd'hui aux sciences cognitives et aussi aux neurosciences affectives, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre comment on décide, de comprendre comment on stresse, et aussi de comprendre quelle est la posture ou l'attitude à adopter face des fois à des situations qui peuvent être complexes. Pour pouvoir simplement maîtriser les leviers de nos motivations, voire même maîtriser les causes de nos démotivations. Et donc pour pouvoir agir et rester en mouvement, rester dans le train, comme dirait Sidney. Et avant de rentrer plus en détail sur les principes de cette approche, de l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale, en fait, cette approche qui nous donne un éclairage, une grille de lecture sur la dynamique de cette belle machine que nous avons tous, à savoir le cerveau. Vous voyez là, à gauche, le slide, il représente une coupe du cerveau avant et arrière. D'accord ? Notre cerveau d'adulte, il pèse à peu près 1,4 kg et on y trouve près de 100 milliards de neurones. Et ce n'est pas tout. Chaque neurone est connecté, relié à 10 000 autres neurones. Nous avons donc pour 1 milliard de millions de connexions dans cette masse de 1,4 kg. Alors aujourd'hui, grâce aux techniques d'IRM et à d'autres techniques, il est possible de voir et surtout de tenter de comprendre ce qui se passe vraiment dans ce cerveau de 1,4 kg. Et vous pouvez imaginer très vite l'impact de la compréhension de notre relation avec soi, de nos relations avec les autres, en famille, en travail. Donc rapidement, cette approche qui nous parle un petit peu de cette dynamique comportementale, en fait, elle sort de plus de 30 ans de recherche clinique dans le monde des TCC. Il y a deux vagues qui sont pas statiques. Nous permet d'avoir un éclairage, entre autres, sur comment nous prenons des décisions, comment fonctionnent nos motivations, comment nous stressons aussi. D'ailleurs, je vais faire un petit tour assez développé sur ce point pendant cette présentation. Et nous verrons quelques outils aussi cognitifs ce soir pour voir comment on peut gérer le stress. Par ailleurs, des études scientifiques ont montré que nous prenons de 5 à 6 000 décisions par jour. Par exemple, vous allez vous arrêter au feu rouge, on va démarrer au feu vert. C'est deux comportements, je dirais, des décisions très automatiques.
Mais vous comprenez aussi que plus nous faisons face à la complexité de ce monde, on va dire, VUCA dans lequel nous vivons, et plus nous avons besoin de prendre des décisions face à l'inconnu cette fois-ci, face à ce qu'on ne maîtrise pas encore particulièrement. Par conséquent, nous avons besoin d'intégrer ou plutôt d'apprendre comment pouvoir rester. La deuxième, c'est assurer la survie collective. La survie collective, c'est cette gouvernance grégaire. On va faire un petit tour là-dessus. Troisième, c'est assurer les apprentissages. C'est la gouvernance émotionnelle. Et enfin, s'adapter de manière plutôt créative, c'est ce qu'on appelle la gouvernance adaptative. Et donc, en interaction permanente, ces quatre gouvernances, en fait, ne remplissent pas leur fonction de la même manière. Elles ont des temps de réaction très variables. Elles agissent fréquemment pour leur propre compte, ce qui réduit des fois l'efficacité de leur complémentarité. C'est comme si elles jouaient un petit peu chacune pour soi. Et chacune de ces gouvernances, elles vont se distinguer par des caractéristiques très spécifiques qui vont en fait les emmener à prendre le leadership dans le système. Donc, il y a cette notion de leadership dans la prise de décision, laquelle des gouvernances va prendre la main face à une situation donnée. Alors, rapidement, la première gouvernance, c'est la gouvernance instinctive. Elle est très ancienne, on l'appelle aussi le cerveau reptilien ou archaïque. Ici, on l'appelle la gouvernance instinctive. Elle a deux fonctions de base qui sont très, très simples. Elle nous rappelle, par exemple, qu'il faut boire, manger, dormir, se reproduire. Donc, il y a une fonction de vie. Et puis, elle assure une deuxième fonction, c'est la fonction de survie. En quelques millisecondes, par exemple, elle est capable de percevoir le danger, un danger autour de soi, un danger physiologique, de manière à pouvoir rapidement réagir pour, bien évidemment, sauver notre peau. En situation normale, cette gouvernance instinctive, elle est en mode calme. C'est ce qu'on appelle le stress de calme. C'est un petit peu la gazelle qui broute un peu l'herbe. Il n'y a pas de danger, tranquille, il n'y a rien qui est à côté. Donc, elle est dans l'état calme. Par contre, en cas de danger, elle passe très, très vite en mode stress, en activant un des trois états d'urgence que vous connaissez, je pense déjà. C'est la notion de fuite, de lutte et de ce qu'on appelle l'inhibition de l'action. L'inhibition de l'action, en gros, je fais le mort en espérant que le prédateur rebrousse chemin. Cette gouvernance, elle est opérationnelle dès la naissance. Elle prend le leadership quand il y a une perception de risque pour la survie. Dès qu'il y a une perception de risque pour la survie, elle prend le leadership. La deuxième gouvernance, c'est la gouvernance grégaire et celle-là, elle a pour fonction d'assurer la survie collective. En fait, en termes d'évolution d'espèces, nous avons, nous, humains, conservé une faculté mise au point chez les mammifères archaïques, vivant en troupeau pour organiser la vie en groupe. C'est ce qu'on appelle le positionnement grégaire. Chez nous, on l'appelle le positionnement social. Elle est à l'origine de rapports de force irrationnels et inconscients qu'on peut représenter sur les deux axes que vous voyez en face de vous. Cette notion de confiance de soi. Alors, la confiance en soi, c'est une confiance pulsionnelle, instinctive. Rien à voir avec la confiance qu'on travaille dans le développement personnel. Ici, elle a un rapport avec les comportements de dominance et de soumission, c'est-à-dire notre degré d'affirmation hiérarchique par rapport aux autres. Et cette notion de confiance en l'autre, c'est-à-dire les comportements soit d'intégration, soit de marginalité, et c'est le degré en fait d'intégration au groupe. Donc, je fais un petit clin d'œil à la conf d'hier de notre cher ami Suleiman sur les personnalités difficiles. C'est dans cette gouvernance, par exemple, qu'on va trouver une bonne partie de l'explication du pourquoi, du comment des personnalités difficiles. Surtout quand leur positionnement grégaire de ces personnes tend à être élevé dans l'axe de la dominance. Là, on commence à avoir des comportements, dès qu'on dépasse, c'est sur une échelle de 0 à 5, dès qu'on dépasse le niveau 3, les comportements deviennent limite antisociaux, voire très, très délétères. Des personnes qui ont les niveaux 4 et 5,
C'est des personnes qu'on ne trouve pas chez soi, qu'on ne trouve pas dans la rue, qu'on ne trouve pas dans le monde professionnel. Ce sont des personnes qu'on va trouver soit dans les asiles psychiatriques, soit dans les prisons. Ça, niveau 4 et 5, c'est des comportements hyper dangereux. Donc, cette gouvernance va se développer jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. Et elle prend le leadership quand il y a perception de rapport de force instinctive. C'est vraiment grégaire, c'est pulsionnel. Donc, je ne vais pas m'aller dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Comme ça, on avance un petit peu plus vite. La troisième gouvernance, c'est la gouvernance émotionnelle. C'est aussi le cœur de nos décisions. Celle-là, elle est très, très lourde dans la prise de décision. Elle est centrée sur notre vécu émotionnel, au sens de la dualité plaisir-déplaisir, désir-appréhension. En fait, elle représente aussi notre disque dur de nos connaissances, de nos compétences, de notre savoir-faire, de nos apprentissages. Bref, tout cela va en fait nous servir des milliers de fois par jour pour prendre des décisions rapides et efficaces dans certaines situations, mais des fois peuvent être moins efficaces, voire carrément délétères dans d'autres situations. Parce que c'est là aussi, dans cette gouvernance émotionnelle, où sont stockées, par exemple, nos fausses croyances, nos idéologies, nos rigidités, nos aversions. Et en fait, tout ça va être dans la journée provoquer ce qu'on appelle des bugs cognitifs, des bugs qu'on va découvrir dans un moment. Et cette gouvernance se développe jusqu'à l'âge de 18 ans. Et elle prend le leadership dans une situation qui est perçue comme connue et maîtrisée. Donc, une situation qui est connue et maîtrisée, automatiquement, la gouvernance émotionnelle va se mettre en place, va prendre le leadership. La quatrième et la dernière gouvernance dans ce modèle, c'est la gouvernance adaptative. En fait, cette gouvernance va se développer sur le plan biologique jusqu'à l'âge de 40-45 ans. Mais ça ne veut pas dire que les quatre gouvernances ne se développent plus sur le plan opérationnel. On continue d'apprendre toute notre vie grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. En fait, les neurosciences ont montré qu'il y a une réorganisation neuronale qui continue de se mettre en place. C'est un vrai muscle cérébral qui continue à se développer. Maintenant, l'idée, comment le muscler correctement? Comment l'entraîner pour orienter cette dynamique neuronale dans le sens qui nous convient pour prendre des décisions, d'une manière sereine, des fois même face à des situations qui peuvent être complexes ou voire inconnues. Elle se manifeste aussi quand l'avant du cerveau, cette partie-là, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, devient le chef d'orchestre neuronal pour assurer la gestion très fine des émotions, pour la mise en œuvre, par exemple, des capacités complexes telles que la créativité, l'empathie, l'esprit critique, l'accès à la sérénité, différent du simple calme, aussi la construction du bonheur, différent du simple plaisir ou du simple bien-être éphémère. Rappelez-vous la conf de C. Suleiman en anglais « happiness », eh bien, c'est ici que ça se passe, c'est dans la gouvernance adaptative. C'est aussi cette façon de penser out of the box, sortir du cadre. Donc, OK, ces quatre gouvernances, on a besoin des fois de les piloter par contre. Il y a quelque chose qu'on va voir parce que quand on les laisse travailler seuls, des fois, ça ne marche pas très, très bien dans nos prises de décision. Donc, on a besoin de cette notion de pilotage de ces gouvernances. Et c'est là où je vais vous introduire à cette notion de modes mentaux. Et le modèle nous présente deux modes mentaux. Le mode mental automatique, qui couvre les trois gouvernances, c'est-à-dire l'instinctive, la grégaire et l'émotionnelle. Et puis le mode mental adaptatif, c'est ce qui couvre la gouvernance, la quatrième, c'est-à-dire la gouvernance adaptative. La question maintenant, est-ce que c'est naturel et quand faut-il basculer du mode mental automatique vers le mode mental adaptatif? Et c'est là où nous allons comprendre un petit peu cette notion d'attitude ou de posture mentale et comment recruter le bon mode mental face à une situation donnée justement. Alors aujourd'hui, pour comprendre un petit peu la dynamique décisionnelle et donc comportementale, on va parler beaucoup de l'arrière et de l'avant du cerveau. En fait, cette notion de cerveau gauche, cerveau droit, je vais dire un petit peu, elle est un peu dépassée aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'arrière du cerveau et de l'avant du cerveau. L'arrière du cerveau, c'est plutôt ce côté programmé que nous avons en nous
c'est-à-dire avec nos connaissances, nos savoirs. Même les animaux, les mammifères, ils ont ce côté un petit peu programmé, ils ont sa capacité de mémoire, d'habitude. C'est vrai, chez nous, c'est un petit peu plus développé. Notre disque dur, il est un petit peu plus riche, beaucoup plus riche, mais ça reste quand même programmé, cette partie arrière du cerveau. Ce sont des programmes basiques qu'on va utiliser en mode automatique. Je m'arrête au feu rouge, je démarre au feu vert. Il y a certainement d'autres programmes plus complexes, mais qui sont ritualisés et ils deviennent automatiques. Donc, pas besoin de réfléchir. C'est de l'acquis, si vous voulez. Alors que l'avant du cerveau, c'est ce côté beaucoup plus programmeur. C'est par là qu'on apprend. Lorsqu'on apprend quelque chose de neuf, ça démarre d'abord par l'avant du cerveau et avec l'expérience et avec le vécu, ça devient un automatisme par lequel il n'y a plus besoin d'y penser parce que nous avons acquis les compétences. Alors, le principe de l'agilité, c'est quoi? L'agilité, en fait, c'est cette métacapacité ou cette métacompétence de savoir passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire du mode programmé automatique au mode programmeur adaptatif. Parce que chaque jour, nous devons prendre des décisions et des fois face à des situations non maîtrisées, des fois inconnues, voire complexes. Et c'est là où il est important de provoquer ce qu'on appelle dans ce modèle la bascule. Et pour toucher de plus près, cher Diamant, ces notions des deux modes mentaux, je vais vous proposer rapidement deux exercices. Comme ça, on fait des petites pauses comme ça. Et on va faire peut-être un autre un peu plus avancé, plus sérieux, lorsque je vais avancer un petit peu dans les slides. Alors, pour vous montrer un petit peu que l'adaptation, passer de l'un à l'autre, de l'arrière du cerveau à l'avant du cerveau, n'est pas forcément quelque chose de si évident, d'automatique. Il va falloir s'entraîner. Et pourtant, c'est vraiment cela qu'on a besoin d'entraîner pour être efficient dans nos prises de décision au quotidien. Alors, vous êtes prêts les diamants? Je vais vous présenter un… Vous êtes toujours là? Alors, On est là, c'est Oussama, on est là. OK. Sur ce slide, sur quelle place de parking est garée cette voiture? Quel est le numéro en dessous de la voiture? Je vous laisse un petit peu quelques secondes pour répondre. Et vous pouvez utiliser le chat pour marquer votre réponse. OK. Alors, pour ceux qui ont trouvé 87, bravo. Et là, je vais vous laisser un petit peu regarder pour deviner le processus par lequel on peut trouver la bonne solution. Juste penchez-vous un petit peu comme ça pour regarder dans l'autre sens. Alors, quelle est l'erreur cognitive que nous faisons en mode automatique? À votre avis, en fait, dès qu'on voit des chiffres, on commence à essayer de calculer. Et dans ce cas particulier, quand on commence à calculer, un petit peu, on est à côté de la plaque parce qu'il suffit de sortir du cadre pour voir les choses autrement. OK? Donc là, rapidement, dès que je vous ai posé la question, on est parti très vite pour certains dans le mode mental automatique. Deuxième exercice. Et là, celui-là, il est très simple. Je vais vous donner la réponse. Vous allez pouvoir me donner la réponse immédiatement, cher Diamant, parce que ça saute aux yeux. Voilà, vous êtes avec un enfant de 6 ans. Il apprend à compter et il vient vous voir fièrement avec la résolution de 4 opérations mathématiques. Qu'est-ce que vous lui dites spontanément? Alors, très souvent, on va lui répondre. Très souvent, on va lui répondre, mais il y a une faute, fiston. Il y a une erreur dans tes calculs. Et je m'arrête là parce que des fois, on peut partir plus loin dans la critique et l'humiliation parce que le gamin a fait une erreur et peut-être pour le parent, c'est inacceptable une erreur comme celle-là. Et pourtant, la vraie bonne réponse, mon petit garçon ou ma petite fille, tu as 3 bonnes réponses. Et vraiment, je te félicite pour ça. Et bravo.
Maintenant, je te laisse encore un peu plus de temps pour trouver la quatrième. Alors ici, au passage, vous remarquez que je ne dis pas à l'enfant qu'il est capable de le faire. Parce que s'il le fait tout seul, il va le deviner seul qu'il est capable. Ce n'est pas la peine que je lui dise qu'il est capable. Et là, mes chers diamants, ça change un petit peu complètement la donne et ça change aussi complètement la façon de penser de l'enfant. C'est que pour lui donner le goût d'apprendre et le goût d'aller encore plus loin. Lui dire il y a une faute ou il y a un problème et en plus le pointer du doigt, clairement, on est tous d'accord là-dessus, sa confiance et son estime vont être touchées. Et peut-être même cette croyance, je suis nul en maths, peut rapidement commencer à s'installer si la même expérience est amenée à se répéter plusieurs fois avec cet enfant de cette manière. Maintenant, à votre avis, pourquoi on dit qu'il y a une faute? Vous allez me dire peut-être que c'est culturel. Nous aussi, on a été pointés du doigt quand on était petit, quand on faisait des fautes et des erreurs. Oui, on peut dire que c'est vrai. Mais il y a une autre chose. C'est plus que culturel. En fait, sur le plan neurobiologique, il est normal, même très normal, que nous voyions instantanément une erreur. C'est cette boule rouge de tout à l'heure, la gouvernance instinctive, qui va prendre le leadership. Elle voit tout de suite ce qui représente pour nous un danger ou ce qui n'est pas normal. C'est programmé comme ça. Maintenant, heureusement qu'on va monter dans les couches et on va pouvoir justement piloter cette gouvernance instinctive. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de pilotage. Maintenant, comment va-t-on concrètement faire pour amener l'autre à grandir, à changer de regard, à apprendre de ses propres erreurs? C'est un peu cette agilité cérébrale que j'ai envie de vous faire découvrir ce soir, Inch'Allah. Et pour cela, on va comprendre comment fonctionne l'arrière du cerveau et comment fonctionne l'avant du cerveau. Vous êtes toujours avec moi? On est là, on est là. Super. Alors, l'arrière du cerveau, c'est ce qu'on appelle le mode mental automatique. C'est notre zone de confort. C'est ce que nous connaissons. C'est ce que nous maîtrisons. C'est nos routines, nos habitudes. Chacun maîtrise des choses différentes et ce que nous maîtrisons devient nos automatismes. En fait, le mode mental automatique s'adapte plutôt bien à tout ce qui est connu et maîtrisé. Et il possède 6 dimensions. Il est plutôt de type routinier. On a des habitudes, c'est la maîtrise du connu, mais c'est aussi la peur d'aller explorer concrètement ailleurs et peut-être autrement. La deuxième dimension, ce mode mental automatique, il est persévérant, mais plutôt rigide aussi. Par exemple, je vais suivre à la lettre les procédures et les protocoles en entreprise. Je suis un chef de prod, il y a des doses à respecter. J'ai intérêt à être rigide dans ma façon de procéder. Il y a un enjeu de qualité ici. Mais c'est aussi parfois l'obstination, la crainte du dérangement, la résistance aveugle au changement. Et le mode mental automatique, il est plutôt aussi simplificateur. C'est bon ou c'est mauvais. C'est mal, c'est bien. C'est une bonne capacité qui peut être utilisée facilement dans la prise de décision rapide en situation courante et maîtrisée. Là, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi parfois la vision tranchée, la vision simpliste, les réactions excessives, affectives, voire même passionnelles. Il y a aussi cette dimension dans le mode mental automatique, cette notion de certitude. En fait, notre disque dur émotionnel est rempli de certitude par rapport à ce que nous avons appris. Ça nous aide peut-être à s'affirmer, mais parfois c'est l'excès que nos perceptions sont toute la réalité et que la réalité. C'est un petit peu cette notion que la carte devient le territoire. Il en découle l'intolérance, bien sûr, et des erreurs de jugement. Alors, le mode mental automatique se nourrit aussi par l'expérience. Et là, on va trouver la cinquième dimension, c'est cette notion de l'empirisme. La notion de l'empirisme, c'est cette notion de recherche
de tout ce qui est utile et opérationnel, tout de suite. Les recettes toutes faites qui marchent. Je ne me casse pas la tête. J'ai fait fonctionner cette procédure dans ce contexte, ça a bien marché. Dans un autre contexte, c'est un petit peu la même chose, je vais faire fonctionner exactement la même procédure. Mais c'est aussi la version à la réflexion, perçue comme stérile et compliquée. Quand on réfléchit, quand on est dans l'empirisme, la réflexion devient un petit peu très démotivante. Et enfin, le mode mental automatique est très sensible à cette notion d'image sociale. C'est cette perception de ce qui se fait et en fait est acceptable socialement dans un groupe, donc sensible au regard de l'autre. Une importance exagérée donnée au positionnement hiérarchique. Le groupe est perçu comme un tout qui juge, ce qui amène au vécu de honte, de ridicule, des fois de prétention, voire même de fierté. Vous comprenez maintenant que le mode mental automatique est très bien quand les situations sont connues et maîtrisées, mais peut rapidement devenir très limitant, surtout dans des situations inconnues, complexes et non maîtrisées. Rappelez-vous le monde VUCA. D'où cette nécessité de basculer vers l'avant du cerveau pour justement utiliser ce mode mental beaucoup plus adapté qu'on appelle le mode mental adaptatif. Alors, le mode mental adaptatif, lui, il s'adapte parfaitement bien à l'inconnu, à la non-maîtrise. Il adore ça d'ailleurs. C'est, on va dire, c'est le poisson dans l'eau. Il a 6 dimensions aussi, qui sont à l'opposé du mode mental automatique et en même temps complémentaires. Ce n'est pas l'un qui est bon ou l'autre qui est mauvais. Par exemple, surtout, ne soyez pas curieux lorsque vous êtes en face d'un feu rouge. Vous risquez d'être, ça risque d'être dangereux pour vous, même pour les autres. Donc, vous comprenez que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. La curiosité, la première porte du mode mental adaptatif, c'est l'esprit de la découverte. C'est cette capacité à rechercher de manière active, exploratoire, voire même sensorielle. On l'a dans nos tripes, la nouveauté. La nouveauté, c'est la quête active de l'autre, de la différence. Et si on a le temps, je dirais, non, normalement, c'est prévu de faire cette méditation qui est vraiment spéciale pour stimuler cette première dimension du mode mental adaptatif, c'est-à-dire la curiosité. La deuxième porte ou la deuxième dimension, c'est la souplesse. C'est cette notion d'acceptation. C'est cette capacité à s'ouvrir à l'imprévu, au dérangement, accepter l'échec, accepter même la souffrance comme source possible éventuellement d'apprentissage, d'enrichissement, voire de rebond, bien évidemment sans soumission ni résignation. Accepter, ça veut pas dire se résigner. La curiosité et la souplesse interviennent dans ce qu'on appelle la prise de l'information. Plus on est curieux, plus on est souple face à une situation inconnue et complexe, et plus on autorise la prise de l'information brute pour un traitement efficace dans la sérénité. Et cette sérénité, justement, va entraîner la capacité de nuancer. Ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas bien ou mal, comme on le trouve dans la simplification du mode mental automatique. C'est une vision concernant les intermédiaires. C'est ce qu'il y a de positif à côté du négatif. Les avantages cachés sous les inconvénients et vice-versa. Comme on dit, la nuance va aussi entraîner la relativité, la prise de recul. On est très souvent le nez dans le guidon. Savoir prendre du recul, c'est cette conscience que chacun a son propre regard sur les choses, que toutes les visions sont relatives, superficielles, limitées par rapport au réel qui, lui, est infini. La nuance et la relativité interviennent dans ce qu'on appelle le traitement de l'information, à proprement parler. On arrive à la réflexion logique, c'est cette recherche active de la compréhension des mécanismes cachés qui animent ce monde. Ce sentiment que tout pourrait se comprendre, qu'il y a des causes cachées sous les effets visibles, des fois trompeurs. Et enfin, la 6e dimension de l'adaptatif, c'est l'opinion personnelle. Pour être plus dans l'individualisation
en fait le contraire de l'individualisme, se fait dans une représentation conjointe de soi et de l'autre. La conscience de soi, l'affirmation de soi, l'acceptation des risques d'erreur et dans l'affranchissement, bien évidemment, dans l'affranchissement du regard de l'autre. Donc la réflexion logique et l'opinion personnelle interviennent donc dans la sortie de l'information. Donc les deux, c'était l'acquisition, les deux suivantes, le traitement, et les deux dernières, la sortie de l'information, en cherchant la perspective la plus adaptée à la situation à gérer. Et surtout en assurant le risque que toute décision prise personnelle implique. C'est un petit peu dans cette analogie, ma déformation professionnelle qui parle pour moi ici, en faisant l'analogie du mode mental adaptatif avec un système d'information. La phase 1, curiosité et souplesse, c'est la prise d'information. La phase 2, nuance et relativité, traitement de l'information. Et la phase 3, réflexion logique et opinion personnelle, c'est la sortie de l'information. Bref, une belle machine, ce mode mental adaptatif, s'il est bien évidemment bien entraîné. Toujours avec moi, les diamants? Alors, bref, en un mot, cette fameuse bascule permet de prendre les meilleures décisions adaptées aux situations. C'est l'idée, ce n'est pas de dire que je suis meilleur dans l'une ou dans l'autre, dans les deux modes, mais plutôt c'est la capacité de basculer face aux situations complexes qui nous rend justement efficients. Et donc, le bénéfice qu'on peut tirer du développement du mode mental adaptatif, dès la petite enfance d'ailleurs, c'est pour augmenter notre lucidité, notre créativité, notre agilité et pour augmenter, bref, cette capacité de prendre des décisions pertinentes face à des situations qui peuvent se présenter à nous, qui peuvent être complexes. Alors, voilà, mes chers diamants, les bénéfices que l'on tire pour développer le mode mental adaptatif. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas la bascule? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on ne passe pas de l'autre côté de notre cerveau? Autrement dit, quand justement la bascule ne se fait pas. Vous avez vu tout à l'heure, avec des petits exercices très très simples, j'avais un troisième, je l'ai enlevé parce que ça va prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas forcément si évident que ça de libérer la bascule. Maintenant, ça demande de l'entraînement, mais on y arrive. Alors, je vais vous donner un exemple et juste après cet exemple, on va faire l'exemple avec vous, les chers diamants. Je vais vous passer la main. Je vous donne un exemple perso. Mon fils se débrouille très, très souvent pour être en retard à l'école. Alors, pas maintenant, il est confiné à la maison. Il lui arrive très souvent de rater le premier cours. Donc, on doit justifier son retard auprès de la vie scolaire. Pour moi, c'est le bazar. Pour lui, apparemment, non. Et son attitude m'énerve, m'exaspère, me met des fois même en colère. Vous avez senti un petit peu le stress qui monte en moi. Là, je suis en train de jouer le truc. Et vous avez peut-être compris pourquoi ça me stresse, cette situation. C'est parce que moi, j'aime les gens rapides. Et mon fils, eh ben, lui, il prend tout son temps, doucement. Il n'y a pas le feu. Pour lui, il va mettre 15 à 20 minutes pour s'habiller. Il prend son temps dans la salle de bain, tranquille. Et moi, pendant ce temps, je compte les minutes qui passent. J'imagine déjà qu'il est en retard. L'école qui m'appelle pour me rappeler que mon fils, pour la énième fois, est arrivé en retard. Bref, une colère qui peut monter de plus en plus en moi jusqu'à l'explosion. En fait, si on réfléchit bien, mon stress ne vient pas de lui, il vient de moi. Parce que moi, je suis allergique à la lenteur, j'aime bien la rapidité. Je vais vous la jouer autrement. Deuxième émotion. Oh là là, il est 7h15, mon fils n'est pas encore prêt, en plus il n'a pas encore mangé, on va certainement arriver en retard et à cause de lui, son frère aussi va être en retard. C'est vraiment irrespectueux. Vous voyez, cette même situation peut provoquer en moi de l'angoisse, de la peur, parce que l'irrespect, ce n'est pas acceptable pour moi. Ce n'est pas non plus ma tasse de café. Je vais vous jouer encore une troisième émotion. Qu'est-ce qu'on va faire de mon fils? Il n'est pas du tout responsable, ce garçon. La hawla wa la quwwata illa billah. Il ne va jamais trouver de job, ce garçon. C'est un irresponsable.
Et là, c'est la démotivation, c'est le découragement qui peut m'envahir. OK, là, je vous ai présenté une situation qui peut rapidement tourner au cauchemar pour moi, donc déclencher en moi beaucoup de stress. Je vous rassure, beaucoup travaillé sur ces points-là. Je suis hyper à l'aise avec ça et j'adore mon fils. Et maintenant, je vais vous demander, mes chers diamants, à vous de jouer. On va faire un exercice où je vais vous demander d'aller chercher quelque chose qui vous titille un petit peu et je vais vous présenter un exercice qui va, pour les gens qui vont aller jusqu'au bout, libérer la charge émotionnelle de ça. Et on va voir, c'est un exercice qui est cognitif. Est-ce que vous êtes OK pour le faire? Je pose la question, je regarde le chat. OK. Parfait. Alors, je vais vous demander, cher diamant, tranquillement de prendre une bonne respiration. Et je vais vous demander, les yeux ouverts ou les yeux fermés, de jouer le jeu. OK? Et d'imaginer une situation qui est stressante pour vous, cher diamant. Vous êtes OK? Tout le monde est OK? Alors, imaginez une situation stressante. Alors, sur une échelle de 0 à 10, 0, vous ne sentez rien du tout. C'est le stress de calme, hein, la gazelle qui broute de l'herbe. 10, vous êtes hyper stressé. Alors, je vais vous demander de prendre une situation qui ne dépasse pas 5 ou 6. Hein. Pas besoin d'aller chercher des traumas. Ce n'est pas le but de cet exercice. Quelque chose, n'importe laquelle, une situation qui vous dérange, je ne sais pas, peut-être votre collaborateur qui vient souvent en retard ou peut-être vous allez manger, par exemple, tous les dimanches, c'est votre belle-mère et vous êtes obligé de rester l'après-midi chez votre belle-mère. Et peut-être pour certains, ce n'est pas votre tasse de café, ça vous agace. Ou alors, quelque chose qui vous démotive, dans n'importe quel contexte, travail, famille, amis, sport, peu importe. Bref, une situation qui vous énerve régulièrement, vous fait peur peut-être, vous angoisse. Pensez à cette situation et sentez l'émotion qu'elle provoque en vous. OK? Accueillez cette émotion. Laissez-la traverser votre corps. OK? Maintenant, je vous demande de trouver rapidement une de vos valeurs qui est bafouée dans cette situation. OK? Donc, les inconvénients à cette situation. Exemple, le respect, la rapidité, la justice, la générosité. Bref, une de vos valeurs bafouée. Je vous laisse vivre l'expérience encore, cette expérience subjective dans votre tête. Et dans quelques secondes, je vais vous poser une deuxième question. Juste imaginez dans votre esprit maintenant la scène qui vous dérange, qui vous agace. Et commencez à accueillir ces émotions désagréables qui vous traversent. Laissez-les traverser votre corps. Vous y êtes. Et je vous laisse encore quelques secondes pour vivre encore l'expérience. OK. Et maintenant, je vais vous demander, cher diamant, de trouver à cette situation 4 avantages. Oui, je dis bien 4 avantages. Ça peut paraître dans un premier temps pas possible, mais pour vous aider un peu, ces avantages peuvent être très farfelus. Posez-vous cette question. Qu'en penserait par exemple Suleiman ou Mandela ou un martien s'il venait vous voir? Ou votre chien ou votre chat s'il savait parler? Ou le facteur ou peut-être la femme de ménage? Qu'est-ce que vous penserez dans 5 ans, dans 10 ans? OK? Voilà, jouez le jeu en sortant de vos idées automatiques, de vos jugements, en vous imaginant dans un autre monde. Trouvez 4 avantages à votre situation. Je vous laisse encore quelques secondes pour le faire. Encore une fois, les nouvelles idées, ça peut être vraiment farfelu.
Et ceux qui arrivent à trouver 4 avantages rapidement peuvent aller jusqu'à 7. Dans mon cas, par exemple, avec mon fils, qui arrive en retard, j'en ai trouvé plein d'avantages. Mon fils est sûr de lui, ne se prend pas la tête avec les critiques des autres, il respecte son rythme biologique, il s'affirme, il sait qu'il peut rattraper les cours s'il est en retard, bref, il s'assume, il développe son estime de soi. Or, vivre la vôtre, votre expérience, et trouvez-y au moins 4 avantages. Posez-vous cette question. En quoi cette situation peut être importante pour moi? Sortez de votre bulle. Mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre. Expérimentez votre situation avec son point de vue. Et si j'étais un prisonnier de guerre, j'en penserais quoi? Et si j'étais un chirurgien, j'en ferais quoi? Chacun peut tester sa situation avec le point de vue de ces autres personnes. OK? Et maintenant, je vais vous demander, cher diamant, tous ceux qui ont trouvé au moins un avantage, même s'il est farfelu, lève le bras ou plutôt l'écrit sur le chat. Au moins un avantage. La même chose pour ceux qui ont trouvé 2, 3, 4 avantages dans le chat. Maintenant, je demande à ceux qui ont trouvé des avantages même farfelus à leur situation de revivre la même situation qui vous stressait. OK? Revisitez la même situation qui vous stressait. Et maintenant, je vais vous poser une question. Comment vous vous sentez maintenant? Comme ça, spontanément. OK? Mettez ça aussi sur le chat. Et pour ceux qui veulent vraiment partager de vive voix, on prendra par exemple 1 ou 2 personnes dans la partie questions-réponses. Voilà, c'était juste l'exercice comme celui que j'ai vécu avec mon fils. Je voulais voir un petit peu, je voulais vous les faire vivre. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. OK? Alors, pour ceux qui se sont apaisés par rapport à leur situation, qu'est-ce que je vous ai fait faire dans cet exercice? Eh bien, cher diamant, vous avez tout simplement vécu une bascule live. OK? Parfait. Alors maintenant, chacun de vous peut repérer dans le slide laquelle de ces 6 dimensions du mode adaptatif qui était pour vous la plus utile pour provoquer votre bascule. Alors certains peut-être vont dire nous étions curieux, pour d'autres ils vont dire nous avons nuancé, et pour d'autres peut-être ils vont juste dire nous avons réfléchi. Bref, vous êtes rentré dans votre mode mental adaptatif par une des portes, par une des 6 portes. Nous avons tous des leviers pour basculer que nous pouvons utiliser dans tous les types de situations. Alors voilà mes chers diamants, un exercice simple pour provoquer la bascule. Si vous vivez un autre stress sur une valeur bafouée par exemple, ou une anti-valeur touchée, vous pouvez l'utiliser. Et je vais vous donner un exercice complet à la fin de la séance. OK? Alors, on va continuer pour aller vite. Ça passe très vite le temps. Je veux qu'on avance. Et c'est pour ça, lorsqu'on fait la bascule, qu'est-ce qui se passe? Et ça, maintenant, on le voit en IRM fonctionnel. Lorsqu'on passe à l'avant du cerveau, autrement dit, lorsqu'on recrute le mode mental adaptatif, face à une situation complexe ou inconnue ou non maîtrisable, on va tout simplement et rapidement stresser si la bascule ne se fait pas. C'est là où on va stresser. Alors, et là, j'ai envie de vous parler justement du stress. Là, on a présenté les gouvernances, on a présenté les deux modes mentaux. Là, on va partir dans le stress et pour aller terminer. J'ai envie de parler du stress, ce mot qu'on utilise un petit peu partout. J'ai envie de partager avec vous un autre regard, un regard peut-être différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. En tout cas, c'est le regard des TCC, les thérapies cognitives et comportementales, 3e vague, qui vient compléter l'idée que nous avons du stress. En fait, aujourd'hui, on a dépassé cette notion du stress défensif primaire.
Ça, c'était les premières vagues de la TTC qui l'ont découvert, pour commencer à lui trouver une forme d'intelligence, l'intelligence du stress, qui va plutôt le transformer en stress informatif. C'est ce que je veux vous présenter dans les prochains slides. Alors, c'est quoi le stress? En fait, le stress est avant tout un phénomène naturel. Ça, on le sait. Et heureusement qu'il existe d'ailleurs. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Le stress physiologique, c'est ce qui nous permet de réagir instantanément face à un danger, ou à un danger physique. Par exemple, vous traversez la rue, vous voyez une voiture qui roule vers vous à toute vitesse. Eh bien, cette gouvernance instinctive, la petite boule rouge dans votre tête, va prendre la main très vite pour vous donner très rapidement l'instruction de se tailler, fuir pour sauver notre peau. Donc, ces trois stratégies du stress physiologique, la fuite, la lutte, l'inhibition de l'action, sont là pour préparer notre corps et lui donner les instructions nécessaires pour se préparer face au danger de mort. Et ça, c'est le stress physiologique. Maintenant, le problème aujourd'hui, mes chers diamants, nous sommes dans un monde très différent de celui de nos anciens ancêtres, où il y avait peut-être et certainement des bêtes sauvages très dangereuses partout, et le danger de mort était omniprésent, et où il fallait vraiment se protéger, sinon on pouvait laisser notre peau. Aujourd'hui, clairement, ce danger de mort n'est plus d'actualité, peut-être un peu dans certaines circonstances ou dans certains pays en guerre, un petit peu avec le coronavirus qu'on vit aujourd'hui, au début en tout cas. Pour certains, ça continue, cette notion de la peur de la mort. Et pourtant, les personnes stressent beaucoup plus. Nous développons même des maladies qui n'ont pas existé à l'époque. Et ce sont aujourd'hui des maladies prouvées qu'elles sont directement liées au stress. Et ce stress, on l'appelle le stress psychosocial ou le stress neurocognitif. Le stress, en fait, psychosocial, c'est précisément ce type d'émotion désagréable qu'on peut ressentir chaque jour devant des événements. Et face à des émotions, le stress cognitif ou psychosocial, en fait, va suivre les mêmes circuits neuronaux que le stress physiologique. Donc, face à une situation qui nous stresse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Le stress va trouver aussi son origine dans un autre type de danger. Et le danger, cette fois-ci, ce n'est pas physiologique, externe. Le danger, cette fois-ci, il est interne. Ce sont nos pensées, nos croyances, nos aversions, nos antivaleurs, nos idéologies, nos certitudes. Tout ce qui, en fait, nous ramène à l'arrière du cerveau. Autrement dit, nous ramène au mode mental automatique. Et c'est là, vous l'avez bien compris, mes chers diamants, que nous avons besoin de faire un petit saut pour provoquer cette fameuse bascule. Parce que de l'autre côté du cerveau, il est possible de rester serein, même face à l'inconnu. En deux mots, et pour synthétiser ce que je viens de dire, nous sommes face chaque jour à 5-6 000 décisions à prendre, et la plupart d'entre elles, nous les prenons simplement avec notre mode mental automatique, avec l'arrière du cerveau. Et c'est très bien comme ça. En fait, ce n'est pas la peine de recruter le mode mental adaptatif sur des choses connues, simples et routinières qu'on a déjà assimilées 1000 fois. Ça ne sert à rien de sortir le grand bazooka pour tuer une mouche. Par contre, chaque jour, nous sommes aussi confrontés à des choses qu'on connaît moins ou pas du tout. Et là, normalement, il est important de trouver le moyen rapide pour lâcher prise, un petit clin d'œil à ces nannies, sur notre vécu et prendre l'ascenseur mental pour remonter dans nos strates cérébrales, pour trouver cette bonne attitude où on est plutôt curieux, nuancé. Et ça, normalement, c'est la bonne approche pour aborder une situation plutôt nouvelle, peut-être un peu complexe. Mais maintenant, le problème concrètement, il est où? En fait, c'est que très souvent, on a la maîtrise de 80-90% de la situation et où le mode mental automatique suffit amplement. Et parce que ça va très très vite, hein, rappelez-vous le monde VUCA, il suffit de ne pas maîtriser 1 jusqu'à 10% du problème ou de la situation, que ce soit par exemple un problème technique ou un problème relationnel, on en a parlé plusieurs fois dans les conférences, peu importe. Et là, le mode mental automatique,
clairement, ne suffit plus. Il bug. Parce qu'il n'y a pas justement ces nouveaux, il n'a pas justement ces nouveaux paramètres de la situation dans son disque dur, dans son référentiel. Et là, qu'est-ce qui se passe dans une situation où il y a un petit peu de complexité, un peu d'inconnu, et qu'on n'a pas voulu, par exemple, ni voir ni entendre, et je m'obstine à vouloir utiliser le mode mental automatique, parce que ma petite voix dans ma tête qui me dit « mais vas-y, tu sais le faire, tu connais, ça a toujours marché comme ça, mes parents l'ont déjà fait comme ça, mon boss me l'a appris comme ça, j'ai appris ça à l'école, dans mes expériences, j'ai toujours utilisé la même façon et j'ai réussi. Bref, pourquoi changer une façon qui a toujours bien fonctionné? Il faut remarquer ici, j'utilise quelques paramètres du MMA, le mode mental automatique. J'utilise la rigidité. Je suis rigide, je ne veux pas changer. J'utilise l'empirisme. J'essaie de trouver quelque chose qui a déjà fonctionné dans une situation nouvelle, mais avec des paramètres différents. Et j'utilise aussi l'image sociale. C'est mon boss, c'est mon père, c'est mon grand frère. OK? Qu'est-ce qui se passe en fait quand je m'obstine à vouloir utiliser l'arrière du cerveau, le mode mental automatique, dans une nouvelle situation qui se présente à moi et qui contient un petit grain de sable, peut-être un petit peu de complexité ou d'inconnu, quelque chose peut-être de neuf dans la situation? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène biologique dans le cerveau. Et c'est là précisément qu'on stresse. Le cerveau, en fait, a détecté une incohérence de traitement parce qu'on n'a pas fait la bascule. Et ce stress est important de pouvoir mettre des mots dessus. Ce stress, on l'a vu tout à l'heure, c'est la gêne, la peur, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon fils, voire même l'agressivité, la démotivation. La démotivation, c'est clairement le stress d'inhibition. L'agressivité, c'est le stress de lutte. Et donc, le stress, mettons des mots dessus, c'est quoi finalement ce stress? Le stress, en fait, c'est un signal d'alarme que notre corps nous donne à nous-mêmes pour nous dire qu'il y a peut-être bien quelque chose à changer, à comprendre, à ouvrir. C'est comme si on a chacun en nous notre gyrophare intérieur, notre propre Jiminy Cricket à nous, qui nous rappelle qu'il y a peut-être quelque chose d'important à comprendre, peut-être même à changer. C'est très précieux de savoir s'écouter, parce que personne ne le fera à notre place. Et c'est pour ça j'ouvre une petite parenthèse pour insister sur le fait d'enseigner le langage émotionnel dès la petite enfance. Savoir nommer ses propres émotions pour pouvoir facilement aller trouver les racines du stress, pour ainsi pouvoir les libérer. Et lorsqu'on prend conscience de ce stress, en le nommant, par exemple simplement en trouvant un avantage, comme ce que vous avez fait tout à l'heure, à une aversion, à une antivaleur, à une situation a priori non salutaire, eh bien la bascule commence petit à petit à se faire pour passer de l'autre côté du cerveau, le mode mental adaptatif, qui provoque en nous cette sensation d'apaisement et de sérénité. Et en fait, cette sérénité nous aide à trouver la solution ou une partie de la solution, mais après avoir fait la bascule. Donc, la sérénité est un vrai gage de réussite, un vrai gage de créativité, d'innovation, pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Sans quoi, on peut tourner en rond longtemps dans le mode mental automatique, l'arrière du cerveau. Un deuil qui n'est pas fait, par exemple. Maintenant que nous avons compris que le stress est juste un signal d'alarme, qui nous indique qu'il y a une incohérence dans le mode mental recruté, et cette incohérence n'est pas seulement dans une pensée ou dans une croyance irrationnelle générée par les territoires automatiques, mais plutôt et surtout dans une façon de penser. Autrement dit, un mode mental qui n'est pas adapté. C'est ça qui crée le stress. Bref, cela veut dire que la résolution du problème, comptez bien ce mot, la résolution du problème n'est pas forcément nécessaire pour s'apaiser, contrairement à ce que l'on peut penser. Parce que des fois, on est vraiment scotché sur la solution. Je veux la solution maintenant.
je reste branché sur la solution, mais des fois, la solution ne peut pas venir tout de suite. Et je continue à stresser parce que je reste dans le mode mental automatique, l'arrière du cerveau. D'où cette notion de bascule pour corriger le tir en activant le mode mental adapté pour nous apaiser et juste après, par la suite, trouver éventuellement une solution au problème. Alors, rapidement, une autre façon de le dire, ça c'est un triangle qui est connu depuis une soixantaine d'années, c'est le triangle d'Ehrenbeck. Alors, pensée, émotion, comportement, nos agissements et nos agissements dépendent en fait de nos pensées, de nos émotions, mais qui passent par les 4 gouvernances pour prendre des décisions. Okay? C'est la machine de traitement. Alors, les 4 gouvernances, c'est vraiment le premier strate du modèle. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, sinon ça ne va pas le faire pendant la présentation. Il y a d'autres choses qui viennent en dessous des gouvernances pour aller justement dans le traitement de l'information, et ce n'est pas le but de ce soir. Et lorsqu'on a des émotions de stress, peur, angoisse, des motivations, par exemple, savoir les nommer et aussi comprendre que le stress, c'est juste un signal d'alarme, c'est là qu'on peut faire de son stress. Et là, je vais peut-être vous paraître un peu curieux ou vous allez voir un petit peu mes propos curieux ou peut-être choquants, c'est qu'on peut faire de son stress un vrai allié. Un allié non pas pour l'aimer, non pas pour l'embrasser tous les jours et rester passif. Non, c'est pas ça. Un allié dans le sens, qu'est-ce qu'il y a derrière ce sentiment ou émotion que je puisse éventuellement changer? Peut-être un simple exercice de gestion des modes mentaux, ce qu'on appelle les GMM, pour pouvoir provoquer justement la bascule. Et en fait, la réponse est là. Ce sont nos pensées, nos croyances, nos idées toutes faites, nos rigidités, nos valeurs exacerbées, nos antivaleurs qui vont créer ce que l'on appelle la stressabilité. La stressabilité, en fait, c'est cette capacité de se stresser, à se stresser sur un sujet considéré en situation négative, réelle ou même imaginaire. Par exemple, je vais utiliser un exemple un peu provocateur, mais c'est juste pour illustrer. Une personne est stressable sur l'infidélité dans le couple, même si le sien va très très bien, en ce sens que le simple ou la simple évocation de ce sujet peut vraiment la stresser. Excusez le truc là si ça choque quelqu'un, mais c'est juste pour illustrer le propos de cette notion de stressabilité. Alors, et encore par rapport à la stressabilité, je vous ai demandé tout à l'heure de trouver un mot. C'est quoi l'origine de la racine ou la racine de votre stress? Et on en a plusieurs, on va les découvrir dans un moment. Tout à l'heure, moi, c'était ça, le truc en cercle en rouge. Mais avant ça, et comme vous aimez, cher diamant, les équations, peut-être pas tous, d'accord, mais à chaque fois, on a présenté une équation. Ça va être aussi ce soir la même chose pour le stress. Je vais vous donner une équation qui est liée au stress. Ce n'est pas moi, ça vient de l'ANC. En fait, le stress égale stresseur multiplié par stressabilité. Et là, vous remarquez que le stress dépend de 2 facteurs. Les stresseurs, tout ce qui est externe à nous, la situation en entreprise, par exemple, le manager, le système, les collaborateurs, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, ma famille. Bref, c'est l'extérieur. Je me décharge. Et très souvent, on ne peut rien faire pour les changer. Je dis bien très souvent parce qu'on peut des fois changer. Quoique les stresseurs qui déclenchent, par exemple, le stress au travail, on peut les discuter. Un chef d'entreprise qui ne fait pas attention à ce paramètre-là, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, les stresseurs, il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses qui se font pour réduire les stresseurs au travail et donc réduire le stress. Par contre, il est tout à fait possible, pour réduire son stress, de jouer aussi et surtout sur le deuxième levier de l'équation, c'est-à-dire la stressabilité. Vous pouvez imaginer, regarde, c'est une multiplication. Un stresseur à 100, stressabilité 0, ça fait quoi comme stress? Eh bien, ça fait 0. D'accord?
Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai joué le rôle par rapport à l'attitude de mon fils, j'étais hyper stressable sur la lenteur et sur l'irrespect. OK? Cela nous fait réfléchir un petit peu que le travail sur soi est vraiment quelque chose qui peut nous aider, je dirais même nous sauver, à mieux gérer notre stressabilité, donc notre stress. Et qui peut aussi nous permettre de mieux vivre les choses dans la sérénité, même quand ce sont des situations plutôt challengeantes pour nous. Alors, vous voyez sur ce slide une colonne avec des valeurs. On a tous des valeurs et c'est bien d'en avoir. Ça motive, ça donne de l'énergie, ça donne du sens. Nous en avons déjà parlé la dernière fois dans une conf animée par Si Suleiman. Et c'est vrai, avoir un système de valeurs qu'on met régulièrement à jour, c'est une très bonne chose pour rester en mouvement dans différents domaines de vie. Maintenant, à côté de ces valeurs, il y a aussi un système d'antivaleurs qui se met en place depuis l'enfance. Et c'est là aussi, souvent, le stress au travail, en famille, avec les relations qu'on a, peut pointer son nez. Parce que les antivaleurs, c'est nos boutons. Et on risque si ce n'est pas bien géré, quelqu'un qui appuie sur un de nos boutons peut nous stresser très rapidement. Vous comprenez, le problème, ce n'est pas nos valeurs. Le problème, ce sont nos antivaleurs, nos aversions qui augmentent notre stressabilité, donc notre stress. Quand on dit que nous avons une valeur et en face, nous avons nourri ou développé inconsciemment l'antivaleur correspondante, eh bien, le stress va nous guetter en permanence. Imaginez par exemple, je vous donne un exemple, imaginez par exemple quelqu'un qui adore le respect. Et en même temps, pour cette personne, l'irrespect, c'est juste pas possible, c'est inacceptable. Ça le met hors de lui. Quand il voit l'irrespect, à 100 mètres à la ronde, il flippe là. Alors, dès que cette personne va voir de l'irrespect, elle peut le devenir. Vous allez me dire comment? Parce que sous le stress insupportable de son antivaleur, cette personne va commencer à engueuler la personne en face peut-être. Elle va peut-être la juger, elle va peut-être la critiquer. Même si elle ne le dit pas verbalement, elle va le penser, elle va faire tourner le film dans sa tête. Et rapidement, cette personne va stresser. Et donc, en jouant l'antivaleur qu'elle déteste le plus, quelque part, on devient ce qu'on n'aime pas. À force de focaliser notre attention dessus en mode mental automatique, arrière du cerveau. Vous êtes toujours avec moi, mes chers diamants? Excellent. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un PDG, je ne sais pas en France ou en Belgique, c'est une histoire vraie ça, qui racontait en fait son histoire par rapport à son expérience avec ses antivaleurs. En fait, il vient de construire un énorme building. Super les diamants. Il vient de construire un entrepôt de 40 000 mètres carrés, 50 000 palettes. Il fournissait en fait du mobilier de bureau dans toute l'Europe, de Dublin jusqu'à Moscou, avec 2500 revendeurs, une vraie machine commerciale, une vraie machine de guerre commerciale. Et ce monsieur, le PDG, dans ses rituels de la journée, quand il arrive au lieu du travail, il avait cette habitude d'aller voir le personnel pour leur parler, prendre un peu la température. Il avait ce côté un petit peu empathique avec ses employés. Pardon. Et un matin, il avait décidé d'aller voir les chauffeurs. Ils étaient en train de charger du meuble, tranquille, hein, la gazelle qui broute, de l'herbe. Il leur dit bonjour, tout se passe bien. Et ce PDG, il avait une valeur qui s'appelle l'efficacité. Il adore ça. C'est son driver.
Il aime ça, ça le booste en énergie. Mais à côté, il avait vraiment horreur de l'inefficacité. L'inefficacité, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Il pouvait la sentir à 200 mètres à la ronde et les gens qui le connaissaient et qui travaillaient avec lui le savaient très très bien là-dessus et il prenait ça en compte. Et en allant dire bonjour à ses chauffeurs, le PDG a tout de suite remarqué quelque chose qui n'allait pas. En fait, il a vu le chauffeur et le convoyeur en train de fumer tranquille, en train de rigoler. Bon, c'est pas ça le problème, hein. Au passage, l'humour, c'est préfrontal, n'est-ce pas, Sibn Ali? Noukat. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ce PDG voyait un meuble de direction sanglé, donc attaché avec un petit nœud qui ne ressemble à rien. Un nœud qui, à la moindre petite secousse, au moindre petit virage, le meuble d'une très grande valeur peut se détacher, tomber, se casser. Donc, service après-vente, bref, la totale, scénario catastrophe. Alors, le PDG voit ça, et là, c'est la boule au ventre, le tsunami émotionnel qui le prend dans son corps, gêne, peur, angoisse, la totale. C'est le stress de fuite. Il passait devant comme ça, il ferme les yeux, il passe sans rien dire, il fait semblant de ne rien voir et il disparaît doucement sans faire de bruit avec la fausse croyance que tout ira bien. Et là, bien évidemment, le résultat, c'est pas terrible. Deuxième type de stress que vivait ce PDG qui racontait, c'est le stress de lutte. C'est l'énervement, c'est la colère. Et il lui arrivait d'être agressif avec les chauffeurs, en leur criant dessus, en espérant que les choses allaient s'arranger par la force et par son statut de PDG dans l'entreprise. Et bien évidemment, là encore, il a remarqué que ce n'est pas très efficace comme approche. Bonjour l'ambiance après une engueulade. Troisième type de stress que vivait ce PDG, c'est le stress d'inhibition. Découragé, démotivé, il se tient la tête comme ça et il se dit « on en est là ». Après toute cette sensibilisation, tout ce que je leur donne comme formation, aucun espoir avec ce personnel. Et là, le PDG imagine déjà le pire, dépôt de bilan, et il passait de très mauvaises journées comme ça. Le résultat avec ces trois types de stress, cher Diamant, il n'y avait rien qui a bougé. Et un jour, il a fait une rencontre avec un coach ANC et ce coach lui a proposé de faire un travail sur cette antivaleur, l'inefficacité, en lui proposant l'exercice suivant. Le coach lui a proposé d'écrire l'efficacité dans la colonne valeur, la colonne verte, et l'inefficacité dans la colonne antivaleur, la colonne rouge. Et ensuite, il lui propose d'écrire en 1 15 avantages à l'efficacité. Vous me voyez venir là. Pour le PDG, c'était du pur gâteau. Il les a trouvés très facilement et très vite. C'est sa valeur préférée, donc pas de souci. Donc, il a réussi à lister, par exemple, les avantages suivants. On gagne du temps, on gagne de l'argent, les clients sont satisfaits. Bref, tout le monde est OK avec cette valeur efficacité. Le PDG, il parlait de cette valeur d'une manière instantanée parce que c'est ça, il est dans son mode mental automatique. Okay. Et puis en 2, le coach lui a demandé de trouver 15 inconvénients à l'inefficacité. Alors là, c'est du pur gâteau encore une fois pour le PDG, c'est tout ce qu'il déteste le plus dans le travail, l'inefficacité. Rapide, il a trouvé, plusieurs même. Et en 3, le coach lui demande de trouver 7 inconvénients à l'efficacité. Alors là, le PDG regarde son coach d'un air surpris, genre tu te fous de ma gueule. Il lui répond il n'y en a pas, bien évidemment. De quoi tu me parles? Inconvénient à l'efficacité? Rien. Et le coach insiste. Il lui répète la même question.
trouve-moi, s'il te plaît, 7 inconvénients à l'efficacité. Et là, le PDG, 6 minutes après, toujours rien, blanc, rien qui vient à son esprit, il est toujours dans son mode mental automatique. Le coach, le voyant bloqué dans son cerveau arrière, décide de l'aider un peu en lui proposant de se mettre dans la position d'une autre personne qui n'a que l'efficacité comme valeur. Il ne jure que par cette valeur et qui refuse l'idée d'être inefficace. Autrement dit, tout doit être parfait, efficace, pas le droit à l'erreur. Et là, petit à petit, le PDG commence à voir le personnage. Un peu dérangeant, ce personnage. Un personnage qui ne s'occupe pas du tout du facteur humain. Un personnage qui s'intéresse uniquement aux chiffres. Un personnage limite arrogant. Un personnage qui pratique le micromanagement. Il fait à la place des autres. Bref, le personnage qu'on n'a pas envie d'avoir dans son entreprise, et surtout un manager. Et donc, en ouvrant un peu son préfrontal, après 20 minutes, le PDG a pu identifier plusieurs scénarios, donc inconvénients, où l'efficacité pouvait devenir contre-productif. Et enfin, en 4, le coach lui a demandé de trouver 7 avantages à l'inefficacité. Ici, le PDG était déjà branché dans son mode mental adaptatif. La bascule s'est progressivement faite. De temps en temps, il rebasculait vers l'automatique. Des avantages à l'inefficacité, alors que l'inefficacité, c'est ce qu'il déteste le plus. De temps en temps, il fait la bascule dans le sens inverse et le coach, il est là pour le ramener vers le cerveau, vers la partie avant du cerveau. C'était un petit peu plus facile parce qu'il était branché déjà dans son préfrontal pour trouver des avantages à l'inefficacité. Par exemple, il a trouvé l'erreur. De l'erreur, on peut apprendre de nouvelles choses. On peut aller à la cause du problème. On peut trouver des nouveaux modèles. On peut challenger les modèles existants qui peut-être ne sont plus adaptés aux nouvelles situations. Bref, il a commencé à trouver des avantages à l'inefficacité. Et pendant 40 minutes, le coach a aidé le PDG à faire la bascule et voir son antivaleur, l'inefficacité, à partir du prisme du mode mental adaptatif. Et à la fin de l'exercice, le coach a vérifié son niveau de stress par rapport à cette antivaleur, l'inefficacité. Et le PDG, du coup, sur le coup, était plutôt serein. Rien à voir avec le début. Ils ont fait sur l'échelle de 0 à 10, comme tout à l'heure, il était à 10 et là, il était à peu près à 2 sur 10 en termes de stressabilité. Et ensuite, le coach lui a donné une prescription de tâches. Dans le jargon du coaching, on parle de prescription de tâches. Il a demandé au PDG, pendant une semaine, de faire le tour de son entreprise tout en restant dans un état d'esprit préfrontal. Et bien sûr, le PDG a fait l'exercice. Il a bien évidemment vu plein d'horreurs. Mais la différence, après cet exercice, c'est qu'il est resté serein. En fait, à chaque fois qu'il regardait quelque chose qui n'allait pas, il avait quelque part la banane, le sourire. Il était heureux de voir ce qui n'allait pas. Vous allez me dire, ce PDG, il est un peu bizarre. L'exercice qui est hammak chouïa. Eh bien non, parce qu'en restant serein et heureux, ce PDG pouvait s'asseoir à côté du personnel, pouvait les écouter, pouvait aussi leur poser peut-être des questions ouvrantes. Et là, il pouvait découvrir des choses comme peut-être certaines personnes ne sont pas formées. Elles utilisent de vieux outils, peut-être elles suivent des vieux protocoles qui ont été changés. Bref, en prenant le temps et en prenant du recul, en recrutant le mode mental adaptatif, ce PDG a réussi à créer une bonne ambiance au sein des équipes. Et c'était le personnel qui venait avec des solutions, des idées nouvelles. Et le PDG racontait qu'il a fait cette tournée pendant 3 mois, une fois par semaine, avec le sourire, qu'il rencontrait ses équipes. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que chaque inefficacité s'est transformée en efficacité. Et il a remarqué également que l'ambiance dans ses équipes avait vraiment changé, parce qu'il a constaté
il a pris conscience qu'avec son attitude rigide sur l'inefficacité, il était soit passif, soit agressif. Et ça, mes chers diamants, avec le facteur humain, ça ne marche pas. Ça ne donne rien, la passivité et l'agressivité. Donc, c'est très important de sortir de cette dualité bon ou mauvais, noir ou blanc, qui nous pousse très vite au jugement de valeur, au jugement des autres, et donc très souvent au conflit. Alors, j'en ai fini avec cet exercice. C'était un petit peu long. Je suis désolé pour le temps. Je speed, mais bon, je veux vous passer plein de petites choses. Alors, dernier slide avant la méditation. Donc, vu les capacités extraordinaires de notre préfrontal, quand il est bien entraîné, bien sûr, pour gérer l'inconnu, le complexe et le non maîtrisable, le tout préfrontal peut devenir un style de vie, vraiment un art de vivre. Des études ont montré qu'on va systématiquement retrouver les 6 dimensions que je vous ai montrées, qui définissent le mode préfrontal ou le mode mental adaptatif. Mais il s'agit là de les développer à l'échelle d'une presque une philosophie personnelle de projet de vie. L'idée donc de la préfrontale attitude, c'est cette nouvelle compétence, je dirais même métacompétence, pour devenir plus intimement et plus profondément curieux, souple, nuancé, conscient de la relativité des visions de chacun, rationnel et individualisé en tout lieu et en tout moment. Et étant donné que le mode préfrontal n'est pas dominant, c'est ça le petit hic, il n'est pas dominant le mode préfrontal. Il est nécessaire de pratiquer les exercices pour conscientiser davantage les moyens d'y accéder et de s'y maintenir. Alors, il existe des exercices, ce qu'on appelle les gestions des modes mentaux, les GMM, comme une sorte de gymnastique cérébrale et mentale pour développer justement les 6 dimensions du mode mental adaptatif. Et quand on les pratique régulièrement, on améliore justement sa capacité et sa vitesse de zapping mentale, du mode limbique au mode préfrontal. Et je vais terminer avec 2 citations. La première, savoir compter, c'est bien, mais savoir compter sur notre cerveau, sachant que c'est lui qui nous permet d'apprendre et comprendre tout le reste, c'est encore meilleur. Et la dernière citation, celle-là, alors cette citation a eu beaucoup de succès dans nos conférences, mes chers diamants, et la thématique de ce soir est vraiment, et s'y prête vraiment, je me suis permis d'y ajouter le mot préfrontal. Et j'ai la conviction que si M. Zig Ziglar connaissait les sciences cognitives, il serait largement d'accord pour intégrer le mot préfrontal. Et ça donne, c'est votre préfrontale attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude.